Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission Générique. Alors comme tous les 15 jours, avec Tristan Mendès-France et Rudy Reichstadt, nous nous plongeons dans la composphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Pour nous accompagner dans la réflexion cette semaine, nous recevons Nathan Pfeffer-Smadja. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors tu es infectiologue à l'hôpital Bichat et à l'occasion de l'épidémie de Covid-19, en plus de ton travail hospitalier, tu t'es illustré dans une lutte acharnée et documentée contre l'épidémie de fake news et tu as même reçu le soutien de l'ONU dans cette lutte contre les fake news. Tu nous raconteras tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Ça monte très loin. Ça va très loin, ça va très loin. Et donc, tu nous raconteras tout ça dans la deuxième partie de l'émission, mais n'hésite pas, bien sûr, à réagir à tous les sujets que nous allons aborder sur la revue de presse conspi de la quinzaine. Alors, cette émission n'est toujours pas réalisée par une intelligence artificielle. Toujours pas. Vous le savez, on a parlé de ChatGPT la dernière fois. Vous avez fait un complorama, Tristan et Rudy, dédié à ChatGPT et à la façon dont ChatGPT pourrait ou non aider les conspis à écrire de nouveaux récits. Et il y a une étude NewsGuard qui vient de sortir sur le fait que quand on pose des questions orientées à ChatGPT, il nous donne à 80%, dans 80% des cas, des fausses informations. Est-ce que tu as une petite réaction là-dessus, Tristan ? Je renvoie différents balbutiements de ChatGPT. Je renvoie évidemment sur notre dernier complorama où on parle effectivement de ce rapport et on parle de plein d'autres choses. Juste une toute petite chose, on avait mentionné dans ce podcast une application qui s'appelle Synthesia et qui permet de générer une sorte d'avatar qui ressemble à un humain. Et on tape un petit texte et cet avatar qui ressemble à un humain lit le texte et c'est assez crédible. Et ce qui est assez fascinant, c'est que est sorti après le podcast, mais des articles qui mentionnaient le fait qu'il y avait des campagnes, notamment en Afrique, de propagande alors à la fois anti-occidentale ou anti-française, qui, on subodore, pourrait avoir des liens de près ou de loin, peut-être avec des agents liés à la Russie. Quoi qu'il en soit, c'est de la propagande produite en masse, avec cet outil Synthesia. Donc on a retrouvé effectivement donc des pseudo-journalistes face caméra qui expliquent tout le mal de l'Occident, que l'Occident fait à l'Afrique ou que la France fait particulièrement au Burkina Faso ou au Mali. Donc voilà, petite parenthèse, mais donc on avait parlé de cette application dans le complorama. Ouais. On parlait avec Nathan pour préparer l'émission de ChatGPT, ce qu'on peut lui faire dire aussi. Ouais. Parce que toi tu as inventé un docteur Lemon qui promeut le citron contre le cancer. Contre le cancer, oui. Et je crois que tu as une expérience similaire. Nous, en fait, c'est anecdotique, mais on l'a utilisé avec un interne parce qu'on se posait une question médicale précise sur des formes d'atteinte liées au VRS, au virus de la bronchiolite, mais chez des personnes adultes qui ont une immunité normale. Et donc, on cherchait un peu plus de données sur l'association avec différentes problématiques de santé, avec différentes problématiques. Et en fait, il nous a donné un texte crédible avec des articles qui semblaient issus de journaux qui existent, avec les références, mais on n'a jamais retrouvé ces articles. Et donc, il donnait des données en disant il y a une cohorte de X patients qui ont présenté ce type d'atteinte virale. Et les données n'existent pas, parce qu'on a cherché sur toutes les bases de données, on a été sur les sites des journaux eux-mêmes, et donc il a inventé des données médicales. Parce qu'en fait, il génère des textes qui pourraient être probables. Mais en fait, c'est un exercice statistique. Elles étaient tout à fait crédibles. Quand on lit comme ça, elles étaient crédibles. C'est juste qu'en fait, c'est une situation où il n'y a pas de données. C'est pour ça qu'on s'est posé aussi la question. Et donc, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'elles étaient vraiment crédibles. Et les journaux existaient. Donc, si on ne regarde pas, on se dit, oui, il y a ce type de données qui existent. Donc, il ne faut surtout pas s'auto-soigner avec du ChatGPT. Non, ça risque d'être un peu limite. La deuxième chose que nous voulions vous signaler depuis notre dernière émission, c'est la mise en ligne sur Conspiracy Watch d'un article de Nicolas Bernard autour des nouveaux documents publiés autour de la mort de JFK. C'était les documents qui ont été publiés le 15 décembre dernier et ça a relancé de nombreuses rumeurs complotistes autour de l'assassinat du président Kennedy, notamment sur Europe 1, Rudy, je crois que tu ça a réactivé la théorie du complot. Les rumeurs, elles sont bien connues, bien documentées. Non, ce qui est intéressant, c'est à quel point à chaque fois que des documents, là en l'occurrence relatifs à ou qui auraient un lien avec l'assassinat de JFK, mais on parle de millions de pages et on parle surtout de documents qui parfois ont un lien très très ténu avec ce dont on parle. C'est-à-dire parfois c'est juste des formulaires vierges qui n'ont pas été remplis. Enfin, il faut avoir conscience de ça. Quand on va fouiller, voir les documents, on trouve aussi des choses comme ça. Donc rien de nouveau pour l'instant, parce
toute façon, personne n'a eu le temps encore d'éplucher tous ces documents non caviardés. Mais ce qui est sûr, c'est que ça remet une pièce dans la machine et que ça permet, par exemple, à un chroniqueur d'Europe 1, Vincent Hervouet, pour ne pas le citer, d'expliquer qu'on sait très bien qui a tué Kennedy, qui a fait tuer Kennedy. C'est Lyndon Johnson, quand même le vice-président à l'époque. Et là, on bascule dans quelque chose qui relève évidemment d'une histoire révisionniste et de la théorie du complot. Enfin, oui, c'est vraiment un grand classique. On l'a vu, encore une fois, avec les attentats, dont on en parlait tout à l'heure, mais les attentats du 11 septembre, à chaque fois qu'il y a eu, même quelques années après, des rapports sur tel ou tel aspect des différents attentats, à chaque fois, c'était le moment d'une ébullition où pas mal de complotistes ou d'associations complotistes allaient vraiment sur le menu lire tous les pavés pour essayer d'y trouver une moindre discrépance de data. Alors à ceci près que là, c'est la presse mainstream, entre guillemets, qui s'y met. C'est Europe 1, le Figaro Magazine, qui titre la théorie du complot relancée, etc., alors que ces documents-là relancent rien du tout. Et comme s'il y avait un complotisme autorisé sur l'assassinat de Kennedy, c'est-à-dire que comme la majorité des Américains, et je crois aussi des Français, pensent qu'il a été assassiné dans le cadre d'un complot, un complot, c'est plus d'une personne, c'est plus d'un tireur isolé. Eh bien, il y a l'idée que on peut s'amuser avec cette idée-là et que c'est pas le coût social de ça est quand même pas très élevé. Donc, je vous renvoie au texte de Nicolas Bernard qui est très complet. Et il n'y a pas de nouvelles de ceux qui attendaient le retour de JFK Jr. Ben non, il est toujours pas revenu. Il est toujours pas revenu. Bon. Alors, écoute, les fameux QAnon de Dallas. Je sais que tu es vigilant là-dessus, Tristan. Donc, on attend le retour de JFK Jr. Premier sujet cette semaine, c'est une nouvelle théorie complotiste qui s'effondre ou qui aurait dû s'effondrer en tout cas. C'est celle qui existait autour de l'agression de Paul Pelosi, le mari de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre du Parlement américain. Vous vous en souvenez, l'alt-right américaine avait prétendu que Paul Pelosi avait mis en scène sa propre agression suite à un acte sexuel tarifé qui aurait dégénéré. Alors les vidéos bodycam des policiers qui sont intervenus en octobre dernier sont désormais disponibles et mettent à mal cet argumentaire. Alors que nous dit cette théorie du complot de l'Amérique actuelle? Pourquoi finalement, alors que tous les faits sont là, il reste encore la théorie du troisième personnage, de la porte qui bouge dans les vidéos, ainsi de suite? Alors le fait évidemment que cette vidéo était publiée tardivement, donc voilà, j'imagine qu'il y a tout un process aussi de validation pour publier cette fameuse vidéo de l'agression. C'est comme l'épisode qu'on vient de citer à l'instant, c'est que dès qu'on rajoute un élément qui est supposé venir éclaircir, ou mettre à mal évidemment toutes les théories délirantes qu'il y a autour, eh bien, ils vont, la complosphère va essayer vraiment de focaliser sur l'élément qu'ils ont pour essayer de trouver une moindre petit détail. Et ils ont trouvé. Ils ont trouvé que, par exemple, la porte semblait bouger toute seule à un moment donné quand on le voit, le mari de Pelosi et son agresseur devant la porte. Bon, il y a la porte qui apparemment fait un petit aller-retour. Et ça, cette séquence-là a été partagée mais des dizaines, des milliers de fois sur Twitter, sur Telegram, avec l'idée qu'il y a une troisième personne et que surtout, tout ça est une mise en scène de je ne sais quoi. Mais surtout au détriment de ce qu'on voit réellement parce que c'est intéressant les vidéos qui ont été diffusées. Les vidéos qui ont été diffusées, on a c'est une caméra de surveillance qui montre que David Depape, qui est l'agresseur, rentre par effraction quand même. Il casse la serrure, il rentre par effraction. Donc c'est bien ce qui avait été dit dès le début. Donc c'est pas le fameux rapport sexuel tarifé, parce qu'en gros derrière ça il y a quand même l'idée de salir le couple Pelosi en disant que Paul Pelosi est homosexuel. Voilà. Et puis surtout, deuxième vidéo qu'on voit, c'est la GoPro d'un des policiers qui vient en pleine nuit, parce qu'il est appelé. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est effectivement Paul Pelosi, chemise, caleçon. Il est en pleine nuit, il était réveillé par son agresseur. Et son agresseur à côté, qui lui est habillé, qui a un marteau dans les mains, qui est en train de lui faire mal à la main, et qui au moment où Paul Pelosi essaie de se détacher, lui administre un coup de marteau dans la figure. Paul Pelosi tombe, et finalement les policiers rentrent à l'intérieur pour menotter David Depape. Donc en fait, ça ne contredit en rien ce qu'on savait, ce qui avait été dit. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en dépit de ça, on a les complotistes habituels, les influenceurs qui participent de cette complosphère, qui nous demandent des comptes. Et qui demandent des comptes notamment
à Théo Lobry qui avait fait un papier pour Conspiracy Watch à l'époque, et c'est notamment Philippe Murer, économiste, souverainiste, qui évolue dans cette mouvance-là, et qui nous prend à partie, même moi directement. Voici ce que racontait Rudy Reichstadt, ce débusqueur de complotistes et d'antivax. Une explication, Rudy le clown, avec emoji le clown. Oui, le fameux. Et il renvoie vers notre article avec des captures d'écran. Et ce qui est fascinant, c'est que en fait, on se demande s'il a même compris ce qu'il disait. Parce qu'en fait, ce qu'il montre dans les captures d'écran, c'est ce qu'on disait et ce qui est vérifié aujourd'hui sur la base des vidéos. Finalement, il a effacé son tweet. Oui. Alors, juste là-dessus, ça me rappelle quelqu'un, ça. Elon Musk, qui est l'un des premiers à avoir poussé cette théorie délirante en relayant un blog pourri, totalement complotiste, qui justement mettait en avant, c'est lui qui a participé en tout cas à allumer le feu, ce délire de soi-disant c'était un prostitué mâle, etc. machin, et donc il l'avait publié et il l'avait effacé. En scrud, comme après on dit. Lui avoir... C'est-à-dire discrètement, sans rien dire. Et alors je souligne juste ça parce qu'il se trouve que hier ou avant-hier, il a finalement, au détour d'un échange sur Twitter, il s'est excusé. Donc il quand même s'est excusé d'avoir relayé ça. Et c'est plus sincère que les excuses de Dieudonné ou bon, alors, je pense que le problème, c'est que sa matrice reste la même, donc il va continuer à délirer sur d'autres trucs. Mais le truc, c'est que s'excuser... il s'est excusé parce qu'on a les vidéos viennent de sortir, mais c'est trop tard. Je veux dire, c'est lui avec ses 110 millions d'abonnés quand lui il avait poussé ce blog soi-disant de journalisme citoyen dont il fait la promo pour pilonner le New York Times à côté. Bon voilà l'exemple de journalisme citoyen que lui il pousse. Bref, donc il s'est malgré tout excusé sur cette séquence-là. Donc on verra si la complosphère le suit un peu là-dessus. Maintenant, je crois que tu voulais un peu réagir là-dessus. Ouais, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez classique de ce qu'on a beaucoup vu en médecine, en maladie infectieuse, c'est-à-dire des gens qui mettent des vidéos ou des articles, ils comptent sur le fait que personne ne va lire l'article qui est trop compliqué ou même regarder la vidéo, je pense, et ils interprètent une interprétation qui n'a rien à voir, et en la vendant, ils savent de toute façon qu'une partie va les croire sans rien vérifier. Et ils t'interpellent en plus au passage. Et donc, on se retrouve à devoir dire, enfin moi je réponds plus, mais on se retrouverait à devoir dire, bah non mais regardez, la vidéo ne montre pas du tout ce que la personne dit, mais finalement on a un argumentaire où on perd du temps, mais je pense qu'il compte beaucoup là-dessus, c'est que personne ne regarde finalement la source, et donc ils en disent ce qu'ils veulent. Oui, on a certains promoteurs comme ça, on a l'impression que c'est la marque qui suffit. J'ai pas envie de citer de nom. Bref, donc on a des pseudo-influenceurs dans la santé qui, du fait de leur empreinte, vont dire voilà, je partage tel truc, et donc on a la masse, leurs followers en gros, qui vont relayer ça sans évidemment aller vérifier le truc, parce que simplement c'est le crédit de la marque. Et ça suffit pour relayer et faire un buzz, voilà. Et ben justement, tu parlais de vidéos qui sont relayées, qui font des buzz. Il y en a eu quelques-unes à Davos la semaine dernière lors du sommet du Forum économique mondial. Outre les sondages équivoques de Elon Musk sur Twitter, tout un imaginaire conspi s'est réactivé autour des élites qui dominaient le monde, et notamment des séquences qui ont été diffusées à l'occasion de ce forum économique. Il y a eu la séquence de Bourla, de Pfizer, qui refusait de répondre à des questions sur le vaccin. Il y a eu une vidéo un peu similaire avec Klaus Schwab ou avec Greta Thunberg. Alors qu'est-ce qui vous inspire finalement cet épisode autour de Davos et de l'imaginaire conspi autour de Davos? Qui refusait de répondre à un type d'un média complotiste qui s'appelle Rebel News et qui le harcèle, qui le poursuit dans la rue. On parle de ça, on n'est pas du tout dans un cadre formel ou non, voilà. Le Davos, j'ai l'impression que le Davos c'est devenu le Davos des conspis, quoi. C'est devenu un peu le Bilderberg. Woodstock. Il y a quelques années, c'était Bilderberg. C'est le Woodstock conspi où ils vont tous à l'international. Rebel News, je crois que c'est les Canadiens. On a des Américains qui tous viennent là pour se dire c'est the moment. C'est le moment de je sais pas, faire des lives, des machins. On a eu un live par exemple de Noor Ben Laden, donc la nièce de Ben Laden, qui est une pro-Trump conspi qui pense que Trump est encore aujourd'hui le président des États-Unis, et qui a on se pose des questions, et qui elle a été interviewée sur le podcast War Room de Steve Bannon.
en Suisse, pendant Davos, et elle avait un message à délivrer à la planète. Donc elle voulait interpeller Klaus Schwab en lui disant toi et tes maîtres, voilà, je veux que tu saches que je ne veux pas manger d'insectes, je ne veux pas être un QR code. Attends, manger d'insectes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est la nouvelle panique morale. Oui, c'est une sorte de petit trip qui a pris un peu. Je crois qu'il y a des décisions, et je me fous des détails de ce qui se passe, si effectivement l'Europe accepte ou pas qu'il y ait des produits liés avec des insectes. Je m'en fous. Ce qui est absolument fou, c'est l'excitation qu'il y a autour, où ils sont convaincus que le nouvel ordre mondial veut vous faire manger des insectes et que vous êtes obligé de manger des insectes, ce qui n'est évidemment pas vrai, et j'ai pas à le démontrer ou à le prouver. Pour l'instant, personne n'est obligé de bouffer des insectes. Mais bref, on a donc cette Nour dans Ben Laden, donc qui a profité de ce moment-là, encore une fois, pour de cette petite excitation autour de Davos. Et donc je me pose la question de savoir effectivement si Davos n'est pas devenu plus un moment d'excitation. Quand je vois l'empreinte en ligne, parce que j'ai des petits outils statistiques, je suis allé voir évidemment quels sont les plus gros promoteurs du mot Davos pendant ou quelques semaines ou une semaine un peu avant Davos et pendant Davos. Évidemment, pour l'instant, l'empreinte d'engagement, elle est quasi 100% complotiste. Allez voir quand même, faut le dire à nos auditeurs, le petit sujet qu'a fait Julien Pain et son équipe sur Davos. Ils y sont allés, ils ont parlé à Klaus Schwab, ils ont croisé Jacques Attali, lui parle un petit peu, etc. Pour voir, je trouve que ça a une vertu un peu démythificatrice, quoi. Voilà, ça montre que c'est des gens qui sont réunis, oui, des gens parfois très riches, des ONG, des médias, etc. Mais en fait qui parlent des grandes orientations pour l'avenir et qui ne décident rien. C'est toujours l'idée, si c'est des décideurs qui se réunissent, c'est pour décider. Non, c'est un forum de discussion, ils se disent des choses à bâton rompu très souvent, mais en plus, c'est la plupart, je crois, pour le coup, c'est pas comme le Bilderberg. Je crois que Davos, c'est enregistré, il y a pas c'est pas sous la loi de la Chatham House, quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'images qui circulent, de vidéos, de conférences qui circulent de Davos. Et Julien Pain a pris cher. Je veux dire qu'après pour avoir fait juste son boulot de journaliste, là, en d'avoir posé quelques questions, il s'est fait absolument harceler en ligne, en tout cas agressé en ligne avec des... Bref, donc il suffit qu'on parle de Klaus Schwab ou à Klaus Schwab, tout de suite ça allume la mèche. En fait, il suffit qu'on en parle sans le dénoncer absolument, en disant c'est un scandale, c'est horrible, et pour se retrouver immédiatement complice d'eux, etc. Mais complice de quoi? Voilà. Alors c'était toujours une petite vidéo, c'était la bombinette de la semaine dernière dans la complosphère anti-vax. C'est une vidéo de Project Veritas, cette ONG américaine ultra-conservatrice. C'est surtout un média d'extrême droite. ONG, oui d'accord, c'est un statut d'ONG. C'est un statut d'ONG. Non mais parce que toi tu es très... mais je suis dans les faits, tu vois. C'est devenu une ONG. Au départ c'est une chaîne YouTube, je veux dire, on parle de ça. Donc c'était une vidéo dans laquelle on voyait en tout cas un monsieur qui est présenté comme un directeur de recherche chez Pfizer et qui serait en train d'expliquer dans une vidéo cachée qui expliquerait que le Pfizer serait en train de créer des mutations du virus de Covid-19 pour vendre de nouveaux vaccins. Cette vidéo virale a été vue plus de 135 000 fois, elle a été retweetée plus de 70 000 fois et cet homme a été donc filmé alors qu'il pensait vivre un rendez-vous galant avec la personne qui le filmait. Alors comment vous avez analysé cette séquence? Quelle a été l'empreinte en ligne de cette séquence Project Veritas? En préparant cette émission, Tristan, tu nous as dit que c'était quelque chose de phénoménal en termes d'empreinte numérique. Hystérique. Il y avait un space sur Twitter hier ou avant-hier, avec notamment pas mal de responsables de Project Veritas, et eux ils disaient en 3 jours on a eu 22 millions de vues. En 3 jours. C'est un truc gigantesque en termes d'audience. C'est absolument phénoménal. Mais comme à chaque fois qu'on touche et qu'on parle qu'on parle de Pfizer, alors légitimement des fois quand il est cuisiné sur des trucs pas nets que l'entreprise aurait pu faire, sur lesquels légitimement on peut se poser des questions, mais là on est plutôt sur des séquences qui sont vraiment fantasmagoriques en partie, parce qu'au-delà de ce qui a pu être dit par cet individu, cette séquence en elle-même est quand même effarante. Beaucoup de gens défendent la caméra cachée, ce que je peux comprendre. On peut utiliser des caméras cachées, mais c'est pas une simple caméra cachée. Le pauvre individu qui s'est fait filmer, Project Veritas a quand même fait a essayé d'organiser une sorte de rencontre amoureuse
Donc, à tenter de séduire quelqu'un, lui faire croire qu'ils pouvaient avoir un repas un peu ensemble, et ça c'est absolument abject. On n'est pas sur du cache investigation où on filme sans le dire. Là on est vraiment sur de la séduction, et c'est pour moi c'est un cap pour moi où on franchit quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est pas simplement mentir, se faire passer pour, c'est rentrer dans le jeu de l'affect. C'est comme si je disais, encore une fois, si je tombais amoureux de quelqu'un et que quelqu'un essayait de me séduire... Mais surtout ça peut biaiser ce que dit la personne qui est piégée en caméra cachée. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est ce qu'il dit tout de suite après. Il dit j'ai menti pour séduire. Mais au-delà de ça, des méthodes absolument abjectes, un montage très orienté, avec des choses dedans sur lesquelles je suis incapable moi-même de me positionner, mais peut-être que notre amitié... Non, sur le gain de fonction et puis c'est ce qu'on, je pense que vous avez l'habitude de discuter, ce qu'on voit souvent en médecine, en maladies infectieuses, même dans tout le domaine scientifique, c'est-à-dire dans cette vidéo, si on regarde le fond, on a l'impression qu'il annonce rien d'incroyable, c'est-à-dire que je crois qu'il dit que Pfizer explore le potentiel mutagène du virus pour anticiper sur le développement de vaccins. J'imagine que beaucoup de firmes pharmaceutiques étudient le SARS-CoV-2 plus ou moins fondamentalement afin de préparer des souches vaccinales futures. Est-ce que c'est illégal ? Après, je pense pas que ça soit illégal. Enfin, en tout cas, la recherche académique, il doit y avoir un certain nombre de règles. Moi, je suis pas chercheur en virologie fondamentale, mais j'imagine que l'interprétation qui en est faite, c'est-à-dire Pfizer crée des mutations, je crois qu'elle est fausse. Très clairement, ils envisagent, à mon avis, les mutations possibles pour essayer de développer des souches vaccinales. C'est extrêmement compliqué de créer des mutations et de créer un variant dominant. Ça n'arrivera pas. Et finalement, le virus, de toute façon, il se transmet tellement que lui, il explore énormément plus de mutations naturellement. Donc son variant dominant, il va le trouver lui-même. Et je pense qu'on a intérêt à ce que des gens essayent d'anticiper quelle modification de spike pourrait arriver et le rendre quelle mutation serait intéressante pour la reproduction virale afin d'anticiper les vaccins qui vont venir. Donc sur le fond, il n'y a pas grand-chose. Et puis, comme disait Tristan, je crois qu'il y a des choses qui peuvent être discutées dans l'industrie pharmaceutique, des études qui sont publiées, qui sont de mauvaise qualité. On a l'habitude avec des méthodologies un peu inadaptées, des études orientées ou des choses comme ça. Là, on les voit jamais venir critiquer sur la science. On les voit envisager des choses incroyables, mais je veux dire, quand on est là pour dire nous on n'est pas d'accord avec telle façon de faire, telle étude et tout, on n'a jamais personne qui vient nous soutenir. Et même dans les négociations avec l'industrie pharmaceutique, ils sont pas là. Donc à un moment, faut choisir aussi, quoi. Alors les expériences de gain de fonction, ça fait l'objet quand même d'un débat scientifique, même éthique, sur jusqu'à quel point on a le droit de modifier comme ça des virus en laboratoire, sachant que le risque zéro n'existe pas, que l'échappement de laboratoire, ça peut arriver après tout. Et donc ça, c'est un vrai sujet pour le coup. Ah bah tout à fait. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, l'évolution dans la nature d'un virus, c'est un terrain d'expérience, d'expérimentation infiniment plus large que les quatre murs d'un labo. Là, en tout cas avec un virus qui diffuse quand même autant, c'est-à-dire il est toujours responsable probablement de plusieurs millions d'infections, et ça fait des années, il a exploré donc ça mute naturellement de toute façon. Ça se reproduit extrêmement vite, donc le potentiel d'exploration des mutations, on l'a vu avec tous les variants et à quelle vitesse ils arrivent en dominance ou pas, même chez un individu donné qui excrète du virus un peu longtemps, par exemple immunodéprimé, on sait qu'il y a plein de sous-variants qui arrivent, des mutations qui sont impactantes. Donc je crois que c'est pas là que se joue vraiment le futur du virus, à mon avis, pas en laboratoire. Après, qu'on discute, et ça je pense que c'est très important, quelles manipulations peuvent être faites en croisant des virus ou des choses comme ça on va dire pour la science, et quel danger on accepterait et tout, je pense que c'est un vrai débat effectivement, mais qui mobilise une discussion pluridisciplinaire et hautement complexe. Mais là, avec le mot, l'ensemble de mots gain de fonction, ils ont trouvé pareil un interrupteur extrêmement facile. Les gens se disent c'est incroyable, avec du gain de fonction, c'est fait en recherche. Et ça dépend dans quelles circonstances, quel type de virus, quelle modalité de sécurité, etc. Il y a eu toute la même hystérie autour de Fauci. Où pareil, quand il a été interrogé, toujours pareil, dès qu'on emploie ce mot, on a l'impression que les choses, le débat n'est plus possible. Alors moi je suis pas du tout un technicien, donc je sais pas effectivement les frontières entre le gain de fonction et l'évolution, je ne sais pas trop. Enfin bref, en tout cas, ce qu'on a pu voir du côté récepteur, du côté complosphère, c'est qu'il suffit qu'il emploie le mot pour qu'il soit
instantanément considéré comme l'antéchrist. Voilà. Et ça, c'est leur force aussi, à trouver des mots comme ça qu'on n'a plus le droit d'utiliser en science. C'est arrivé dans d'autres choses, et en fait, on n'a plus le droit de les utiliser sur les débats publics parce qu'ils sont emparés de ces mots, et ils sont devenus machiavéliques. Par exemple, un exemple, le remdesivir. Très vite, ça a été interdit d'aborder le mot remdesivir dans le débat public, alors que c'est un antiviral où les essais continuaient, où il y avait des données parfois positives à la phase très précoce, parfois négatives et tout. Mais si on disait seulement le mot remdesivir, ils ont tellement installé un narratif d'emblée. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, c'est un traitement qui a été envisagé potentiellement comme un traitement contre le Covid, et finalement il a été abandonné. Il a été abandonné en fait dans certaines circonstances et puis il reste utilisé dans d'autres. Mais en fait en France ils ont réussi à convaincre tout le monde que c'était un traitement toxique et inefficace. Et en fait on s'est retrouvé à plus pouvoir en parler. C'est-à-dire beaucoup de gens ont décidé, moi je parle plus du remdesivir, alors que c'est quelque chose qui est utilisé aux États-Unis, qui est utilisé en France. Parce que le coût médiatique d'en parler est tel. Ils ont installé un narratif. Et en revanche on peut très bien parler d'autres antiviraux qui sont pas fait cibler. À un moment on parlait des anticorps monoclonaux et tout, il n'y avait pas de problème. À un moment où finalement aujourd'hui le remdesivir, c'est un traitement antiviral panvariant qui a prouvé une efficacité indiscutable à la phase précoce de la maladie pour éviter l'aggravation, type Paxlovid. Sauf que le Paxlovid, on ne peut pas l'utiliser, c'est un autre traitement antiviral, quand il y a des interactions importantes ou dans certaines circonstances, alors que le remdesivir ne pose pas ces problèmes. Et il fait partie aujourd'hui de l'arsenal thérapeutique en France. D'accord. Il en fait partie, selon les recommandations, et dans plein de centres. Je n'ai pas un discours délirant là-dessus, mais très tôt pendant la pandémie, on a compris qu'on ne pouvait plus parler de cet antiviral. Et donc il y a certaines choses comme ça. Une vraie pollution produite par les discours, disons, relativement de la complosphère, et qui viennent impacter même dans une phase. Oui, et donc, enfin, nous, ça n'impacte pas la thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser quand on doit l'utiliser. Et ça fait très longtemps que j'ai plus été amené et que j'ai plus pris la parole pour dire nous on utilise du remdesivir comme ça. Parce que en fait, dans les articles scientifiques, dans les articles, même Le Monde ou quoi, quand ils interrogent, personne ne parle du remdesivir alors qu'on sait qu'il est là. Et vous en parlez plus parce que c'est trop compliqué d'aller lutter contre cette. Et je pense que c'est pareil maintenant avec le gain de fonction. Si un virologue voulait parler d'expérience de gain de fonction et avec quelque chose de technique et d'acceptable, moi je pense qu'il irait pas. C'est dingue. Et alors, ça nous fait une bonne transition pour entrer dans le vif du sujet avec toi, Nathan. Cette vidéo de Project Veritas qui démontre finalement l'extrême sensibilité du sujet vaccin, Covid-19, ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs en constatant ça que toi, tu as décidé de devenir un débunker de fake news, si j'ose dire, sur le Covid. Première question que j'avais envie de te poser, qu'on avait envie de te poser avec Tristan et Rudy, c'est finalement à quel moment tu te dis j'ai besoin de lutter contre les fake news qui émergent autour du Covid-19, et pourquoi tu te dis ça? Est-ce qu'il y a un moment où ton ressenti est tel que ça devient une obligation quelque part? C'est une question intéressante, mais effectivement, c'est vraiment, il faut se replacer dans le début de la pandémie Covid, à peu près janvier-février 2020. Et à ce moment-là, donc, nous, on a eu des premiers cas de Covid-19 à Bichat en décembre. Donc, on commençait à connaître la maladie, à faire les premières descriptions. Et donc, on était en train de travailler avec énormément d'infectiologues, de virologues, d'épidémiologistes sur les essais cliniques thérapeutiques, notamment la mise en place de Discovery, des protocoles, de discuter sur quels sont les candidats thérapeutiques acceptables ou intéressants et sur quelles données. Parce qu'on avait un petit peu de données sur le MERS coronavirus, un petit peu de données sur le SARS coronavirus, donc des choses qui pouvaient peut-être marcher, puis des proximités avec d'autres maladies virales. Et à ce moment-là, donc alors qu'on réfléchit à ça, vous avez dû suivre qu'il y a Didier Raoult, puisque c'est lui qui a commencé, qui commence à dire l'hydroxychloroquine, la chloroquine, c'est un traitement formidable, et qu'il ne le présente pas comme un candidat thérapeutique, qu'il le présente comme quelque chose qui marche. Définitif. Toi, comment tu accueilles à cette époque-là, on est fin février 2020, comment tu accueilles cette déclaration de Raoult le premier jour? Comme beaucoup d'infectiologues, vraiment que j'ai eu à ce moment-là, on se dit, il a des données qu'on n'a pas. D'accord. Il a des données chinoises qu'on n'a pas. C'est pas possible que quelqu'un qui est professeur de médecine, qui est directeur de recherche, nous dise ça sur la base de ce que nous, on peut voir, c'est-à-dire quelques données in vitro un peu foireuses dans un encart quasiment de journal grand public chinois. On se dit, c'est pas possible qu'avec ça, c'est même pas une revue, il aille aussi loin. Non, scientifique, en fait, quoi. Au début, personne ne les trouvait. Finalement, quelqu'un a trouvé. Et en fait, c'est un espèce d'abstract ou de bout de résultat d'une étude qu'on a vu arriver bien plus tard, les données de l'étude et sa publication. Et donc, on se dit, il doit avoir des données.
Et c'est pour ça qu'au début, je pense, la réaction infectiologique est assez... on est embêté parce que si quelqu'un a des données cliniques, et que, voilà, donc on ne savait pas trop, on se dit, est-ce qu'il faut y aller en disant c'est n'importe quoi. Et puis après, assez vite, quand même, ça je dirais, c'est les premiers jours, on enquête, on cherche, personne ne trouve ces données. Les réponses qu'il peut avoir face à des collègues, c'est en fait de pas donner de pas dire qu'il a des données, de juste dire moi je sais c'est comme ça et tout. Et puis on revient quand même à un historique où il y a des déclarations autour de l'hydroxychloroquine de sa part dans d'autres pathologies où finalement il n'y a pas tant de données. Et puis surtout on reprend avec nos virologues, nos spécialistes des modèles animaux et des pharmacologues, et puis les gens disent franchement en fait l'hydroxychloroquine ça n'a jamais marché pour une maladie virale, ça n'a jamais eu d'effet clinique intéressant pour une maladie virale quelle qu'elle soit. Dans les pneumopathies virales sévères, par exemple la grippe, il n'y a quasiment rien qui marche une fois qu'elles sont installées. C'est-à-dire, il y a le Tamiflu, mais à la passe précoce en prévention, mais une fois que c'est installé, il n'y a rien. Et donc, on voit que MERS coronavirus, il n'y a pas de traitement. Il y a un petit signal peut-être avec de l'interféron, qui est un traitement pour booster l'immunité. Et donc, assez vite, on se dit, en fait, c'est pas possible si ça marchait, que ça ait un effet radical. Ouais. Et surtout, en fait, ça ne peut pas avoir l'effet qui est prétendu. C'est-à-dire même si ça marche, même quelque chose qu'on a à un moment présenté comme un traitement un peu miracle ou révolutionnaire, les corticoïdes, il a fallu inclure plus de 4000 patients dans un essai clinique pour voir l'effet. C'est-à-dire les effets sont modérés sur des pneumopathies virales sévères. Et donc l'effet qui était, c'est l'infection respiratoire la plus facile à traiter. C'est-à-dire par exemple la comparer à une pneumonie bactérienne où les antibiotiques, c'est un bazooka antibactérien et puis ça guérit en 48 heures quand on met les bons antibiotiques. C'était pas possible, quel que soit le traitement. Et maintenant ce qu'on voit, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé un traitement de cette magnitude d'effet. J'ai une question sur la manière dont vous travaillez. Toi, tu es infectiologue. Vous avez cette annonce de Didier Raoult. Est-ce que vous échangez sur une plateforme, par mail? Est-ce que vous avez un forum sécurisé, quelque chose? Vu de l'extérieur, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça marche comment? Tu échanges avec des collègues? Non, voilà, c'est ça. C'est beaucoup d'échanges. En fait, on est souvent rattaché à un service. Ouais. On échange au sein du service infectiologique. Si on a une valence universitaire, ce qui est mon cas, on a un laboratoire de recherche aussi. Et donc, on échange au sein du laboratoire. Nous, c'est un laboratoire qui est spécialisé sur les infections émergentes, les infections virales, les infections bactériennes. Mais voilà, donc, on a beaucoup de gens. Donc, avec dans le laboratoire un profil professionnel beaucoup plus divers. Il y a des épidémiologistes, des modélisateurs, des gens qui font des modèles animaux, des virologues fondamentaux. Donc, vraiment, là, on peut vraiment échanger avec un grand panel professionnel. Et puis, dans le service, on échange avec les médecins, des professionnels de santé qui, eux, ont une expérience de la maladie et qui connaissent bien la maladie. Donc, c'est vraiment ça qui nous permet de bien interagir. Et puis, ça, c'est répliqué, je ne sais pas, 50, 100 fois. Il y a plein de laboratoires qui s'intéressent à ça et de services. Et donc, après, on s'appelle entre laboratoires. Il y a des échanges bilatéraux ou parfois, oui, des espèces de tables rondes qui sont organisées. Donc, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place lors du Covid, ça, pour qu'on se réunisse vraiment au grand nombre pour partager sur des sujets précis. Mais en pratique, c'est aussi beaucoup d'appels. Les échanges au sein du laboratoire et du service, ils sont nombreux. Et puis, on échange avec d'autres. Et donc, pour finir là avec c'est-à-dire quand on est convaincu un peu tous que c'est impossible qu'on observe un effet radical avec l'hydroxychloroquine dans cette pneumopathie, qui est quand même quelque chose, à ce moment-là, on voit des trucs mais ultra sévères. Personne, franchement, aucun clinicien qui traitait des Covid aussi sévères s'imaginait qu'on allait avoir une pilule radicale. C'est-à-dire on atteint des niveaux d'atteinte respiratoire où, même si c'est bactérien, avec cette atteinte, il faudrait longtemps pour bien clearer l'inflammation, etc. C'est quelque chose de catastrophique, quoi. Quand ça arrivait au début chez des gens non immunisés, on voyait des formes spectaculaires, quoi. Et donc à ce moment-là, je me dis, il faut intervenir. Faut dire que c'est pas possible. Il faut pas que les gens s'imaginent qu'on a une pilule miracle. Et puis il faut surtout pas que les gens se retrouvent à tous prendre de l'hydroxychloroquine en prévention, au début, à la fin. Enfin, quand Et alors là, justement, de ton côté, du côté observateur, quand est-ce que tu as commencé à réaliser que... Alors j'imagine que tu utilisais en partie les réseaux sociaux pour communiquer, au-delà de communication peut-être plus officielle. Et sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux à la fois nous décrire et nous dire les premiers moments où tu as commencé à réaliser que tu étais devenu une sorte de cible
personnages, d'individus qui considéraient comme faisant partie d'un système fantasmé où tu étais une sorte d'ennemi, une figure encore une fois fantasmatique de cet univers de la complosphère parce que tu défendrais le Big Pharma, le système ou je ne sais quoi. Quand est-ce que tu as commencé à comprendre ça et quelles étaient d'ailleurs tes premières réactions peut-être aux premières salves de raids contre toi? Ouais, faut préciser que tu as été parmi les médecins qui étaient cités dans la tribune de François qui à demi-mot disait qu'il fallait guillotiner les médecins, ainsi de suite, a été l'objet de nombreuses attaques. Donc pour ça a commencé même avant. Oui, non, mais en fait, donc de cette constatation qu'il y a un problème avec l'hydroxychloroquine, je me suis dit il faut parler. Et là, moi, j'avais aucun contact médiatique ou quoi. Donc c'est là que les réseaux sociaux sont intervenus. Ouais. Finalement, ma seule manière de partager mon analyse de la situation, c'était une analyse que je me permettais de partager parce que elle était partagée avec de nombreux collègues et puis avec une expérience de la maladie clinique, mais aussi de recherche, etc. Donc là, je la partage. Et c'est vrai que progressivement, y a une certaine audience avec ce partage, et c'est là c'est ça qui a amené certains journalistes ou gens du web à me solliciter pour des interviews. Et donc c'est progressivement, à partir du moment où j'ai eu une certaine audience, je pense que j'ai été identifié comme effectivement quelqu'un qui porte un discours contre leur narratif du Covid, ultra simple à traiter, etc. Et je ne saurais pas dire exactement à quelle date, mais c'est vrai que très vite, on passe d'échanges avec des gens de la communauté, etc., et de gens, ou alors de gens intéressés par la science, qui voient ça et qui sont très contents, à une visibilité dans une autre sphère, qui est celle problème conspirationniste, ou en tout cas... Et là, c'est tout de suite très violent. Ouais. C'est-à-dire que ça a été très vite. D'un coup, on est passé à une petite audience ou de discussion scientifique sur Twitter, à des posts sur mon Facebook, la photo de là où j'habitais, des insultes, des retweets avec des photos, des menaces, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est très rapide ce basculement. Et comment tu as vécu ça? En fait, c'était parallèle à une situation hospitalière, Covid de recherche extrêmement tendue. Donc en fait, j'étais tellement occupé que je suis pas sûr que j'ai vraiment réalisé à ce moment-là. C'est-à-dire ça intervenait, j'avais une espèce de saturation de tout ce qu'il fallait gérer, des différentes choses autour de Covid. Donc au final, au début, je l'ai constaté sans forcément, étonné, mais sans forcément réagir. Et puis assez tôt, j'en ai parlé, j'ai été soutenu vraiment par l'université, par le service, mon chef de service, le laboratoire de recherche. Et en partageant certains des trucs que je recevais, ils m'ont dit, là, ça va trop loin, probablement faut porter plainte, des photos de devant chez toi, donc effectivement, finalement après, une fois que j'ai pris la décision de porter plainte, j'ai contacté une avocate et tout, j'ai pu un peu mettre aussi tout ça un peu derrière en disant voilà, des plaintes sont faites, et j'ai arrêté de regarder assez vite, finalement on arrête de regarder. Donc je ne pourrais pas dire que ça m'a particulièrement inquiété, mais je pense que ça aurait été différent dans un contexte autre que la pandémie Covid pour un infectiologue. Alors, juste une question. Au-delà de cette vague agressive qui provenait essentiellement de la complosphère, est-ce que dans la vie réelle, tu as pu constater, même de façon très marginale, mais je sais pas, en soirée ou je ne sais pas, en discussion avec dans des cadres un peu moins formels, de voir qu'il y avait quand même un écho de cette effervescence complotiste en ligne. Donc justement, ça c'est vrai, c'est ce qui m'a aussi aidé à ne finalement pas m'inquiéter, c'est que étonnamment ces deux mondes sont restés vraiment séparés et imperméables. Et en fait, je dirais même, avec les patients que je voyais tous les jours et tout, je me suis rendu compte qu'eux, ils sont pas du tout au courant de ça. Enfin, en tout cas, c'est peut-être des patients particuliers, c'est Bichat, c'est un bassin de population assez précaire et tout. Mais j'ai jamais un patient jusqu'à ce jour qui m'a dit « Ah, vous parlez sur... » Peut-être un qui m'a dit, mais de façon très favorable, parce que sa fille était étudiante en médecine, dit « Ah, vous parlez sur les réseaux sociaux. » Mais un seul. Les autres, mais même ceux qui sont... J'ai des patients anti-vax ou des patients qui prenaient de l'hydroxychloroquine, ils le disaient... avec un discours assez mainstream, c'est-à-dire c'était pas du tout, il disait oh les vaccins j'attends d'en savoir plus, ou l'hydroxychloroquine ça peut pas faire de mal, donc j'ai pas vu des acharnés de fake news, et donc ça m'a aidé à me dire finalement ça doit concerner très peu de gens, donc j'ai pas eu Alors ça concernait peu de gens, mais ils étaient quand même porteur de cet écho lointain du fait que l'hydroxychloroquine, je peux me soigner avec, et que les vaccins, c'est dangereux. Tout à fait. Donc ils étaient quand même impactés par ça. Ça, c'est vrai. Il y a peu de, c'est ce qu'on disait, il y a peu de radicaux
Ouais. mais en revanche, ça arrive à contaminer énormément de monde, Ouais. avec des versions un peu plus, pas Soft. qui sont plus Ouais. soft, Ouais. mais c'est-à-dire ils arrivent à mettre dans la tête des gens, moi le Remdesivir c'est probablement un des meilleurs exemples, ils ont arrivé à mettre dans la tête de tout le monde, quasiment tout le monde, que c'était un traitement finalement douteux, toxique et tout, et donc voilà. Mais c'est pareil pour l'hydroxychloroquine, ils ont finalement, qui est pas du tout logique avec nos pratiques médicales, réussi à faire dire à énormément de monde, ça peut pas faire de mal. En fait, Oui, si on mais réfléchit en thérapeutique sur ce que peut j'attends faire d'avoir de mal, du là, recul, j'attends on est d'avoir du vraiment- recul. Oui, mais en fait, non, mais pour l'hydroxychloroquine, ils n'attendaient pas à avoir Oui, du c'est recul. vrai, Donc, c'est c'est vrai. un moment, ils n'attendaient pas du tout Ouais. de recul pour l'hydroxychloroquine, mais pour les vaccins, il Et puis faudrait 10 surtout- ans de recul. Et le virus, on n'a pas de recul non plus. Voilà, ils réussissent à insuffler, comme tu dis, vraiment un écho de leur discours radical chez énormément de monde. C'est ça qui est vraiment dangereux. Et alors justement, j'ai cru lire dans une interview que tu disais que dans cette bataille contre les fake news que tu as menée pendant toute cette période Covid, tu disais plutôt que de contrer une fausse information, je préférais donner une information. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence que tu faisais et pourquoi tu as voulu travailler comme ça? C'est ça, c'est-à-dire que je suis parti, comme vous dites, de dire pourquoi l'hydroxychloroquine finalement n'est pas un bon candidat ou ne semble pas marcher. Donc là, c'était vraiment pour lutter contre une position qui était assez dominante, même dans les médias grand public autour de l'hydroxychloroquine. Puis finalement, après, on se rend compte que débunker ou lutter contre des fake news, c'est sans fin. Et que finalement, ça laisse de côté... Non, mais, et puis pour nous, médecins scientifiques, ça laisse complètement de côté un travail qui est de donner les bonnes informations. En fait, on se retrouverait absorbé par les réponses à des trucs un peu délirants. Et donc je me suis dit, c'est beaucoup plus utile, par exemple, ce que j'ai fait pour Monkeypox, c'est pas essayer de lutter pour discuter pourquoi Monkeypox, ça vient pas de machin. J'ai expliqué la maladie parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils connaissent pas bien la maladie. Et même pour le Covid, des années après ou des mois après, les gens ne se rendaient pas compte exactement de quel type de pneumopathie c'était, quel type d'atteinte. Et donc je me dis, en fait, probablement mon temps est mieux utilisé à partager ce qu'on sait. Oui, en tant qu'individu. Après, voilà, oui, parce qu'après, en tant qu'institutionnel ou qu'institution, moi, on se rappelle évidemment que l'Institut Pasteur avait été contraint de communiquer pour se défendre d'un truc totalement délirant, qu'ils auraient breveté le Covid ou je ne sais quoi, ou ils étaient à l'origine, en tout cas, voilà, du Covid. Ils ont même attaqué en diffamation la personne qui les Et donc, eux, là, ils se sont sentis obligés d'aller un peu plus loin et de sortir de leur rôle de simplement communiquer sur la science. Voilà. Alors, et puis après, ça dépend aussi à quel point cette idée est répandue. Par exemple, pour le vaccin Covid contre la femme enceinte, là, c'est une fake news, mais qui est presque, qui est ultra répandue, c'est-à-dire le vaccin Covid serait dangereux chez la femme enceinte. Là, il faut s'inscrire en faux, et là, ça oblige un peu à lutter en disant non, pourquoi, tac, 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 tac. Mais donc ça va dépendre aussi, je pense qu'il y a des trucs de niche qui valent pas le coup, enfin en tout cas pour un médecin ou un scientifique. Il y a des choses quand on voit qu'elles ont atteint une telle ampleur, et il faut les traiter. Probablement il faut les traiter, mais toujours, évidemment en apportant l'information scientifique ou médicale qui permet de... Tu évoquais le monkeypox à l'instant, que la variole du singe. Certains, comme le professeur Perron, ont expliqué que c'était Bill Gates qui était derrière, en tout cas en le suspectant très, très fortement. Le professeur Perron, quel regard tu portes sur les sanctions qui ont été levées par l'ordre régional des médecins, sur la plainte qui a été déposée et l'appel qui a été fait par l'ordre national des médecins? Comment tu as vécu cette phase-là? Enfin, voilà. C'est un sujet compliqué pour moi parce que, comme vous savez, on a encore... moi, j'ai une plainte contre le professeur Perron et le professeur Perron a une plainte contre moi, donc qui a été jugée en première instance et donc dont on a fait appel. Donc au niveau de la région, au niveau de l'ordre régional, c'est ça? Voilà, c'est ça. Le champ disciplinaire de l'ordre régional. De première instance, voilà, c'est ça. Et donc on a fait appel, donc c'est suspensif. Et on attend de voir ce que l'appel va dire. Si on a fait appel, c'est qu'on n'est pas satisfait de la réponse qui a été apportée par la chambre disciplinaire de première instance. Je pense que là, on va attendre de voir ce que l'appel apporte sur notre contentieux personnel. Sur les plaintes nationales, moi, je pense que l'ordre national des médecins a bien expliqué pourquoi le porter plainte contre le professeur Perron. Ça a aussi été jugé par la même chambre disciplinaire de première instance qui a également rejeté... qui a plutôt donné raison au professeur Perron, donc ils ont également fait appel. Je pense qu'il faut vraiment attendre l'appel. Moi, je trouve que cette décision de la chambre disciplinaire de première instance est étonnante, mais après... Moi, ce qui est assez fascinant avec tout ça, c'est encore une fois, c'est cette... Perron, aujourd'hui, pour moi, le problème, c'est pas uniquement l'individu, c'est toute la fanbase qu'il a acquis et notamment la politisation
d'une partie de sa fanbase. Il a été invité, c'était au Parlement européen par un groupe d'extrême droite au Parlement européen. Donc on voit qu'il a des relais politiques quand même phénoménaux. Et par Virginie Joron, qui est redéputée du Rassemblement national. Donc, le problème, moi, avec ce type de profil, c'est pas tant l'individu en lui-même, qui raconte des trucs foutraques et je suis pas même en capacité de le débunker précisément, parce que je suis pas scientifique, mais ce que je pense... Parfois, tu n'as pas besoin d'être scientifique. Il y a des trucs un peu délirants, c'est clair. On a là son deuxième bouquin. Hein. Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Dès les premières pages, il dit une énormité. La page 16, hein, tu vois, le bouquin commence à la page 11, donc c'est la 5e page quand même, du bouquin. Il parle de... On est en juin 2020, et il dit « Combien y a-t-il de morts en Allemagne ? 20 le 16 juin. Combien en France le même jour depuis le début de la pandémie ? 29 547. » Vous constaterez qu'il est là un léger écart. De quoi me traîner dans la boue pour certains ? Apparemment oui. En fait, les 20, c'est le jour dont il parle, et les 29 547 en France. Pas exactement le même chiffre qu'on trouve, mais grosso modo c'est ça. C'est le chiffre cumulé des morts depuis le début de la pandémie. D'accord. À la date du 16 juin. Donc déjà, ils comparent deux choses qui ne sont pas comparables. C'est-à-dire le nombre de morts le jour J et le nombre de morts cumulés le même jour, depuis le début de la pandémie. Donc c'est... Et la note de bas de page, c'est Wikipédia. Oui, et qui vend en plus énormément d'ouvrages. Donc il a aussi une superficie, disons, médiatique. Je crois qu'il est vraiment au top des ventes. Hein. Je ne sais pas combien de bouquins il a fait. Mais le premier, c'était un best-seller en 2020. Le deuxième, il s'est très bien vendu aussi. Et donc, il a une capacité, évidemment, que d'autres, j'allais dire, médecins ou scientifiques sérieux n'ont pas. Faut écrire un livre. Si on écrit un livre médical ou scientifique sans grande polémique, il ne se vendra pas comme ça. C'est vrai. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a en plus une traction naturelle à un discours anti-système ou anti-mainstream. Il y a une prime, clairement, parce que si j'écrivais un bouquin en disant les vaccins c'est super, ça marche, je vais faire un bide total. Par contre, si je dis les vaccins ça tue les gosses, ça va faire un génocide de gosses, potentiellement, en tout cas, je vais arriver à avoir une niche pas énorme, mais une niche suffisamment énervée pour acheter mon bouquin et je vais avoir de l'attraction. Voilà. Donc ça que je trouve assez désolant dans cet écosystème informationnel aujourd'hui, c'est qu'on a quelques stars, parce que ces individus ont des statuts un peu de stars, et qui sont en plus portés par, encore une fois, un socle politique, un soutien politique, structurel, pour être invité au Parlement européen. Est-ce que c'est le cas pour d'autres médecins qui travaillent normalement et qui font leur job, ou d'autres chercheurs ? Est-ce qu'ils ont cette même ce soutien, cette militance folle qu'il y a derrière ? Ben non, il n'y a pas. Non, pas du tout. Et après, non, le soutien, voilà, dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire de la PHP, de l'université, mais c'est sûr que c'est pas un soutien politique, hein, c'est un soutien pour un de leurs employés. Mais par exemple, à l'audience, en chambre disciplinaire de première instance, ce qui est incroyable, c'est que la défense du professeur Perron, de son avocat, c'était de dire, mais pas du tout, on n'a jamais critiqué les vaccins ARN messager. Nous, on croit vraiment que les vaccins, c'est quelque chose... C'est lunaire. On a toujours défendu les vaccins avec le professeur Perron. Critiquer comment... Enfin, moi, j'étais choqué. Et en fait, il bénéficie là aussi du fait que, clairement, on a l'impression que peu de gens étaient vraiment au courant de ce qu'il se disait, de ce qu'il avait dit. Et ça, c'est ça aussi, ce que j'ai, à mon avis, ce qui a joué dans la décision, qu'en fait, ils ne se rendaient pas du tout compte. Ils ont... mais donc... Mais on se demande même de quoi est constitué leur dossier, parce que Perron, des traces de déclarations, il en a laissé. Il y a des heures et des heures de vidéos sur YouTube, accessibles par tout le monde avec un smartphone. Il suffit de l'écouter. Il parle de pandémie, il dit que tout ça est un complot mondial. Je veux dire, ce sont ses mots. Ouais. Donc, c'est quand même hallucinant. C'est assez hallucinant. Moi, j'étais en plus à gauche de Francis Lalanne. Enfin, c'était un moment incroyable. Et alors, comment l'ONU est rentrée dans l'histoire ? Raconte-nous un peu cette... Non, l'ONU, moi, j'ai pas énormément de liens, mais en fait, par un projet qui, je crois, qui finance en partie, qui s'appelle Timalo, qui est un projet justement visant à faire intervenir des scientifiques, des médecins sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Et donc, ils essayaient d'aider des gens à le faire, mais finalement avec des moyens, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune aide financière, hein, qu'on soit clair, plutôt une aide technique sur comment utiliser TikTok. Puis en fait, TikTok, pour le coup, moi, ça me prenait beaucoup trop de temps pour faire une petite vidéo. Donc, j'ai pas réellement réussi à investir le temps qu'il aurait fallu, mais il y en a, je crois, qui le font très bien, notamment des anglo-saxons au sein de cette initiative, et tant mieux.
Ils n'étaient pas très intéressés par Twitter. Pourtant, je leur ai dit, moi, je suis plutôt sur Twitter, si vous voulez m'accompagner ou quoi, mais ça, c'était moins leur sujet. Et puis après, de façon informelle, il y a des bureaux un peu de l'ONU qui m'ont interrogé pour des lives à répondre à des questions. La Commission européenne aussi l'a fait, mais j'ai pas de lien institutionnel avec eux. C'est-à-dire, en tout cas, quand on a interagi, ils ont, je pense, une volonté d'avoir des gens qui ont une visibilité que n'ont pas. Mais après... Par rapport justement aux réseaux sociaux et à la capacité d'influencer l'opinion à travers les réseaux sociaux, soit positivement, soit négativement, ou ainsi de suite. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un avant et un après Elon Musk ? C'est-à-dire, est-ce que ça s'était un peu calmé et c'est redevenu très violent depuis qu'Elon Musk a repris Twitter, ou est-ce que c'est resté de manière à peu près globale, toujours pareil ? Moi, de mon expérience personnelle, qui est une expérience personnelle, ça n'a pas changé grand-chose puisque c'est toujours resté un peu la problématique. C'est-à-dire, je ne crois pas que l'équipe précédente faisait un travail incroyable pour modérer les haters, les gens qui nous insultent, qui nous menacent. Ce qui a un peu arrêté, moi j'ai vu les plaintes finalement, quand il y a par exemple une des personnes qui a été au tribunal convoquée pour harcèlement, menaces, etc., et qui lui-même l'a dit sur Twitter. Probablement que ça a été très partagé, parce que c'est une des personnes qui échange beaucoup, ça a calmé un petit peu. Et puis après, progressivement, ils reviennent quand même. Et je pense qu'ils se rendent compte qu'à un moment, il y a plusieurs choses qui les protègent. C'est-à-dire qu'on ne va pas porter plainte contre tous les comptes en essayant de monter un dossier avec les tweets, machin. Ils se rendent compte que de toute façon, on abandonne. Et puis, l'autre chose, c'est que Twitter, même bien avant Musk, ne nous a rien donné. Et c'est-à-dire les seuls qu'on a pu avoir au tribunal identifiés, c'est Facebook. C'est quand ils étaient à la fois sur Facebook et Twitter. Les seuls qui ont été au tribunal, par exemple pour menaces, cyberharcèlement et tout envers moi, c'est Facebook qui a donné les infos. Twitter n'a rien donné. Ils sont assez... Alors, écoute, juste pour terminer, comment est-ce que tu vois, je sais pas moi, les prochaines vagues Covid qui arrivent? Alors, non, c'est pas pour avoir la météo, c'est pas la météo, disons, épidémique, mais plus la météo, disons, d'infox. Est-ce que toi, tu es plutôt optimiste sur les mois ou les années qui viennent, sur d'autres épidémies, ou est-ce que tu penses qu'effectivement on est dans un moment assez inquiétant, encore une fois, avec pas simplement l'infodémie de façon globale, voilà. Concernant vraiment Covid, on a un énorme avantage commun, et ça concerne une grande partie de la planète, qui est qu'on a maintenant une population très immunisée par à quel point le virus s'est diffusé, donc une immunité post-infectieuse, et puis l'immunité vaccinale qui a quand même qui a changé la donne. S'il y a un événement qui pour nous a changé la donne, c'est pas forcément les corticoïdes, ça a aidé un peu, mais il y a un événement qui a changé la face de l'épidémie, c'est la vaccination de masse. À partir du moment où on a vu la vaccination de masse, moi j'ai plus vu de Covid comme on avait avant 2020. C'est-à-dire que des gens qui arrivent à 45 ans sans forcément grosse comorbidité, qui en 48 heures dévissent et se retrouvent intubés en réa, c'est fini. On voit des gens maintenant qui ont... Et qui meurent parfois, pour certains. Ah oui, énormément. Mais donc ça a changé. Maintenant, on voit beaucoup plus d'infections virales qui viennent décompenser des situations complexes et tout. Donc là, le profil de la maladie a changé. Mais est-ce que, disons, toute cette, pour l'instant, l'effervescence de la complosphère mondiale, c'est de considérer qu'il y a des effets secondaires qui sont dramatiques et qu'il y a un génocide et un crime contre l'humanité qui est induit par cette vaccination globale. Probablement, il y a un énorme bénéfice pour l'humanité qui a pu être tiré de cette vaccination de masse. Nous, on voit aucun effet indésirable de masse. Tous les vaccins ont des effets indésirables fréquents, bénins, et extrêmement rares, exceptionnels, graves. Bon, voilà, mais en tout cas... C'est plutôt le discours. Est-ce que ce discours-là impacte, disons, sur l'acceptance en fait, c'est ça, je vois. Effectivement, je pense que contrairement à ce qui serait logique, c'est-à-dire que le vaccin ait redoré son blason et soit vu comme quelque chose qui nous a sauvés d'une situation qui était catastrophique, maintenant, tous les vaccins en ont pâti. On a l'impression qu'on part avec un nouveau boulet pour aller défendre la vaccination. Tu le ressens sur les autres vaccins aussi. C'est-à-dire qu'il y a une... en tout cas, pour le vaccin Covid, maintenant, systématiquement, c'est combien de doses on va se retrouver à faire. On a l'impression que chaque dose, on la paye en termes de devoir convaincre les gens. J'espère qu'on n'aura plus à en faire beaucoup. Alors qu'on a la chance que ce soit gratuit. Oui, c'est quand même une situation complètement ubuesque. On est dans un pays où les vaccins sont gratuits pour les particuliers. Donc c'est quand même... C'est pas le cas partout. Mais on est face à des gens qui disent les vaccins, oui, mais regardez ce qui s'est passé avec Covid. Comme si on devait comprendre que ça a été un problème, la vaccination dans le Covid, alors que nous, on sait que ça nous a sauvés. Donc, je pense qu'on va payer cher
cet écho complotiste qui s'est propagé que finalement ça aurait été un problème ou ça aurait été un problème sanitaire ou un scandale sanitaire. Voilà. Même s'ils ont l'impression finalement, en fait, il y a plein de gens, ils voient plus que les firmes se sont enrichies avec la vaccination. Mais en fait, c'est arrivé. C'est l'effet, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on en parle beaucoup, s'il y a autant de défiance, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose d'injustifiable. Je ne suis pas très optimiste pour la vaccination. À mon avis, quand même, bon, de toute façon, les vaccinations de l'enfant sont obligatoires. Bon, il y a quelques radicaux qui ne les font pas. Bon. Mais par exemple, la vaccination grippale annuelle, on a quand même galéré cette saison. Si jamais on se retrouve dans une situation où on doit revacciner pour Covid régulièrement, je ne saurais pas à quel rythme, moi je pense qu'énormément ne le feront pas, alors que des grippes graves, on en a eu beaucoup cette année. Généralement chez des gens non vaccinés, et puis avec toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a eu plein de gens vaccinés contre la grippe qui ont une grippe. Et donc maintenant, depuis le Covid, je ne sais pas pourquoi ils ont l'impression, alors que le Covid aurait dû aussi expliquer ça, que si on a l'infection alors qu'on est vacciné, c'est que le vaccin ne marche pas. En fait, ces vaccins, la grippe, le Covid et tout, ce qu'on prévient, c'est les formes graves d'hospitalisation, réanimation. Donc je pense c'est pas une immunité totale, évidemment. Non, et c'est donc il y a un coup. Et donc cette 10e vague là, qui va arriver probablement là, de Covid, ça va probablement pas être un bon moment, disons, pour réactiver la vaccination ou pour... Est-ce que, juste une question à l'infectiologue, les différentes formes, les récentes formes de Covid qui ont circulé, elles sont quand même moins virulentes que la première ou que les premières? Ça dépend par virulent, elles sont moins agressives. En fait, on voit beaucoup moins de formes très sévères de Covid. On en voit encore, soit chez des gens très immunodéprimés, chez qui le vaccin ne marche pas. Donc, nous, récemment, il y a encore eu un patient transplanté qui est décédé. Donc on voit encore des formes très sévères chez des gens qui n'ont pas d'immunité. Mais chez des gens qui sont vaccinés, qui ont une immunité, qui ne sont pas dans des états extrêmement sévères sur le plan médical, on ne voit plus de formes très sévères, ou très peu. On voit des petits besoins d'oxygène. Ça, c'est un argument pour les antivax. Ils vont dire ça change la balance bénéfice-risque, du coup. Puisqu'on a des formes moins sévères du virus. Oui, mais c'est peut-être aussi parce qu'on est mieux couvert. Parce que les gens ont été très vaccinés. En revanche, on pourrait imaginer quelqu'un, mais je pense qu'il y en a très peu maintenant, c'est pour ça qu'on le voit très peu, mais quelqu'un qui n'aurait pas rencontré le virus, qui ne serait pas vacciné, il est à risque de Covid très sévère. Omicron étant un peu moins pourvoyeur probablement que des variants antérieurs comme Delta. Mais tout de même, il a le potentiel de faire des formes virales très sévères. Donc c'est vrai que ça peut être utilisé pour dire finalement bénéfice-risque, mais c'est la vaccination qui a permis ça. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit pas, qu'on se prononce pas sur combien de doses il faudra. À un moment, peut-être que la répétition des vaccins et des infections a permis à tout le monde d'avoir une immunité suffisante. Donc, en tout cas, là, on a l'impression qu'actuellement, les gens qui ont fait ce nombre de rappels recommandés en fonction de leur situation, plus la plupart ayant fait un certain nombre d'infections, sont suffisamment protégés. Mais il faut qu'on trouve des solutions pour les gros immunodéprimés, parce que là, on n'en a plus. Avec les variants actuels, les anticorps qu'on utilise en prévention ne marchent plus, et donc ils se retrouvent vraiment très sans défense, transplantés. Eh bien voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Nathan, suivez-le sur les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations très, très intéressante. Cette émission a été réalisée comme chaque quinzaine par Martin Béraud, préparée par Victor Motin. Je voulais vous signaler aussi que mercredi 8 février à l'Assemblée nationale, salle Colbert, se tenaient les assises contre le négationnisme dont Conspiracy Watch est le co-organisateur. Il y a une inscription obligatoire sur un mail que nous mettrons dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi sur les vidéos, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on raconte. Ou et on y répondra quand on aura plus de temps. Lors d'une prochaine émission. Voilà. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours. Salut. Ciao. Salut. Au revoir.